Merci beaucoup à tous de nous rejoindre pour cette 30e édition du webinaire du Réseau Village. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui encore. Je lance dès le début de ce webinaire un sondage que vous allez pouvoir retrouver dans la partie sondage en bas de votre écran. Je vous propose de commencer à y répondre pendant que j'introduis le webinaire parce que ça aidera au début de ce webinaire. Voilà, aujourd'hui le sujet du jour, c'est votre mindset influera le succès de votre leadership et de votre rebond post-Covid. Comment optimiser vos chances? C'est vrai que de même qu'il existe une multitude d'angles pour envisager la période de crise que nous avons vécue et que nous vivons encore, il y aura une multitude d'angles pour aborder la reprise. Il y a pourtant une certitude, le monde d'hier ne sera pas celui de demain et cette crise a porté avec elle des changements sociaux, économiques et humains profonds qui étaient portés de façon embryonnaire avant elle. Le monde post-confinement reste donc à construire et à imaginer, mais c'est vous qui ferez la différence, c'est votre approche, approche de manager, approche de leader, votre gestion émotionnelle et votre mindset qui fera la différence. Et Sandy Becquier aujourd'hui, CEO de Kaosi Solution Lab, va venir vous parler de comment optimiser vos chances pour justement réaliser cette reprise. Je vous rappelle juste quelques règles pour commencer ce webinaire. Je vous propose de poser toutes vos questions sur la partie Q&A. Je les relayerai à Sandy en temps et en heure pendant la partie de questions et réponses et de nous partager vos commentaires et vos remarques dans la partie conversée. Et je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'il y a un sondage en cours dans la partie sondage auquel on vous propose de répondre pour commencer ce webinaire. Voilà. Sandy Becquier, je te laisse la parole. Merci beaucoup d'animer ce webinaire aujourd'hui. Merci Edwige et bonjour à toutes et tous que je ne vois pas, mais je sais qu'il y a, vous êtes un certain nombre derrière votre écran et vraiment je suis très contente de venir parler d'un sujet qui me passionne vraiment, hein, qui est le leadership et plus particulièrement l'état d'esprit dans lequel s'inscrit la pratique de ce leadership et comment quelque part il impacte évidemment d'autres personnes, mais aussi des organisations, des projets et puis le monde en général. Donc, comme l'a mentionné Edwige, je voudrais commencer par ce sondage sur cette question à propos de la diversité en âge, genre et race et l'impact que ça a sur, dans une équipe qui est amenée à résoudre un problème. Donc, Edwige, si on pouvait avoir la réponse à ce stade, je sais que pas tout le monde est là, mais si on pouvait déjà avoir la réponse à ce sondage et avoir une première tendance, ça serait bien de voir donc quelles sont les réponses et comment elles se répartissent entre oui, ça a un impact systématique ou non, ça n'a pas d'impact systématique. Alors, on a 34 réponses et 88% qui répondent oui et 12% qui répondent non. D'accord, bon. Ben merci d'avoir répondu. Et alors, en fait, la réponse était non. Alors, je tiens déjà tout de suite à dire, bien sûr, que la diversité dans une équipe, en âge, en genre, en race, est effectivement un atout. Ça, c'est incontestable. Il y a quand même tout un certain nombre de littératures sur ce sujet. Néanmoins, ça n'est pas suffisant. Et très concrètement, je voudrais entrer justement dans le vif du sujet aujourd'hui, hein, qui est vraiment le mindset, l'état d'esprit. Et en fait, une étude qui a été menée par deux personnes, Alison Reynolds, qui est de la Business School, de la UK Ashridge Business School, et qui accompagne des équipes de direction sur des sujets de leadership et de développement organisationnel, et une autre personne qui s'appelle David Lewis, qui est directeur de programme de la London Business School et qui est professeur de stratégie et de leadership en temps d'incertitude. Et si l'incertitude, c'est bien ce qui caractérise en ce moment, je pense, le contexte dans lequel on est. Et donc, ces deux personnes ont fait une étude sur 12 ans. Donc, ils ont pris
plus d'une centaine d'équipes sur une douzaine d'années, donc des équipes différentes à chaque fois, entre 2005 et 2017. Et ils leur ont demandé de résoudre un problème de stratégie. Et donc, ces équipes étaient effectivement très diverses. Donc, il y avait différentes personnes de différents âges. Il y avait des hommes, des femmes, des personnes avec un background culturel différent, un background ethnique différent. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, ce dont ils se sont rendus compte, Alison et David, c'est qu'en fait, cette diversité ne faisait pas que le problème allait être résolu beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Il y avait certaines équipes où, oui, le problème était résolu et d'autres, ça n'arrivait absolument pas à résoudre le problème. Donc, d'autres recherches ont été faites un peu plus, des recherches plus approfondies sur qu'est-ce qui faisait que certaines équipes y arrivaient et certaines équipes n'y arrivaient pas. Et l'élément différenciateur, et je vais partager ma présentation, enfin une petite présentation. Donc, je vais faire share. Attendez, et mettre ça en grand écran. Je pense que tout le monde voit la présentation en grand écran. Et en fait, la différence, l'élément différenciateur, en fait, était la diversité cognitive. Donc, en plus de ces diversités dont on a l'habitude d'entendre parler, ce qui fait vraiment le succès d'une équipe et le succès d'une réflexion sur un problème, sur une stratégie, et la diversité cognitive. Et c'est quoi la diversité cognitive? C'est en fait la façon dont les gens voient le monde, donc la vision du monde, la vision de leurs interactions avec d'autres personnes et la vision d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment cette capacité à pouvoir démontrer une agilité intellectuelle. Et en fait, cette agilité intellectuelle, elle n'est pas liée forcément à votre âge. Alors, on peut dire qu'effectivement, avec l'âge, on acquiert un certain nombre d'expériences et bien sûr de l'expertise aussi. Mais en tout cas, ça n'est pas que dépendant de l'âge, du genre, du fait que vous soyez une femme, un homme, ou de votre background ethnique ou culturel. Et qu'il faut en fait pouvoir démontrer de cette capacité à pouvoir être ouvert aux idées des autres, à pouvoir se remettre en cause soi-même, à pouvoir questionner tout un certain nombre de choses. Et donc, c'est vraiment un élément qui tient du schéma mental que vous avez sur le monde, sur vous-même et sur les autres. Donc ça, alors je sais que ça peut paraître comme un peu une surprise d'avoir ça, et je vous invite d'ailleurs à lire cette étude parce qu'elle est vraiment très intéressante. Là, je ne vais pas pouvoir y passer beaucoup de temps, mais en tous les cas, c'est ni la diversité cognitive ne dépend ni de votre âge, de votre genre, de votre race, ni non plus du niveau de compétence, d'expertise, de connaissances que vous avez. Donc, ce n'est pas parce que vous allez avoir énormément de compétences, vous allez avoir une expertise très pointue que votre niveau de diversité cognitive sera, lui, élevé. La diversité cognitive dépend vraiment du niveau de conscience que vous portez aux différentes situations que vous rencontrez dans votre vie, dans votre vécu, que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte personnel. Et je vais passer à la prochaine slide qui est assez donc schématique. Alors, si lorsque je vous diffuse les slides, vous ne voyez pas une petite partie de la slide, n'hésitez pas à réduire
la vignette sur laquelle vous me voyez. Bon, c'est pas grave, vous entendrez ma voix, vous ne me verrez pas, mais vous entendrez ma voix de façon à avoir une vision de toute la slide. Et là, donc, sur cette slide, pour schématiser ce que je suis en train de dire, le propos sur cette diversité cognitive, c'est vous avez un petit verre et un verre beaucoup plus large. Et en fait, il faut vraiment différencier le contenu du contenant. Donc, le contenu, c'est effectivement vos connaissances, vos compétences, votre expérience, on va dire et puis ce que vous êtes aussi finalement. Et en fait, ok, ça c'est le contenu, mais comment l'utilisez-vous? Qu'est-ce que vous en faites? Quelle lecture vous portez sur les expériences que vous avez dans votre vie professionnelle, personnelle, associative et toutes les différentes sphères de votre vie? Est-ce que vous avez une lecture dans on va dire, un périmètre, un schéma mental restreint, ou est-ce que justement votre vision du monde et votre lecture de tout ça est sur un champ cognitif beaucoup plus élargi? Et donc, c'est en ça que on voit le verre donc s'élargir, parce qu'en fait, le contenant est complètement différent du contenu. Donc, le contenant, c'est vraiment dans quel schéma mental vont s'inscrire et vont se mettre en œuvre, vont se mettre en mouvement toutes ces compétences, toutes ces aptitudes, toutes ces connaissances que vous avez. Et plus ce contenant sera large, plus cela indiquera que votre niveau de conscience et le niveau de conscience que vous portez à votre expérience est lui-même élargi, et que vous êtes en capacité de gérer des situations complexes, ambiguës, incertaines, parce que vous allez avoir vraiment une capacité à aller au-delà de tout ce qui est habituel, routine, répétitif. Donc, est-ce qu'à Edwige, à ce stade, il y a peut-être des questions déjà ou... Oui, effectivement, il y a des spectateurs qui nous demandent comment est-ce qu'on peut avoir un contenant plus important. Oui, alors ça va faire partie évidemment des discussions et des échanges de ce webinaire. Avant même d'aller donc dans le comment, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de plus, j'imagine, oui, intéressant, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour revenir justement sur ce niveau de conscience que l'on porte aux choses. C'est aujourd'hui dans la psychologie développementale, donc on sait que de l'âge, du moment où on est jusqu'à l'âge adulte, jeune adulte, hein, jusqu'à, on va dire, de 0 à 20 ans, on a un développement cérébral qui est très linéaire, et on sait qu'à 2 ans, un enfant fait telle chose, à 4 ans, à 6 ans, et ainsi de suite. Il y a des apprentissages qui se font, et cela est fait de façon linéaire. On sait aujourd'hui avec les neurosciences et tout ce qui est plasticité cérébrale que le cerveau va continuer à évoluer après cette période où c'est de façon très linéaire. Donc, il va continuer à évoluer à l'âge adulte, mais ce ne sera pas de façon aussi linéaire, et ça va vraiment dépendre de ce que individuellement on va faire, comment on va volontairement décider de continuer à faire évoluer toutes ces connexions cérébrales qui ont lieu dans notre cerveau. Et ça va vraiment dépendre de la façon dont on va interpréter et vivre ce que l'on vit. Et aujourd'hui, pour passer à l'autre slide, il faut que je... On a également quelqu'un qui demande, est-ce que pour contextualiser, tu parles de mieux envisager des situations complexes et ambiguës. Est-ce que tu aurais un exemple en entreprise des deux comportements? Oui, j'ai plusieurs exemples. Hein. Je vais en prendre un qui est très lié au contexte d'aujourd'hui, donc lié à mon expérience professionnelle.
juste avant le confinement, enfin quelques semaines avant le confinement, je travaillais avec deux équipes différentes dans deux grands groupes, on va dire, donc deux organisations assez importantes sur l'accompagnement d'un groupe de managers et d'ailleurs un accompagnement qui était très en lien donc avec faire comprendre aux managers dans leur leadership les enjeux justement sociaux et environnementaux auxquels font face le monde et pouvoir intégrer ça dans leur réflexion stratégique et aussi le management de leur entité, de leurs équipes. Donc, le 16 mars, annonce d'Emmanuel Macron, et évidemment, comme vous le savez tous, le 17 mars, nous nous retrouvons tous confinés avec toutes les contraintes que cela a amenées pour les organisations, hein, qu'elles soient privées, publiques, l'académique, enfin, c'était quand même un bouleversement auquel pas toutes les organisations étaient préparées. Et là, je me suis retrouvée avec deux personnes en position de direction, donc à la tête de tout un département, avec justement une façon de voir les choses complètement différente. Donc, et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ces deux personnes sont dans la, on va dire, dans la même tranche d'âge, avec 45-50 ans, vingtaine d'années d'expérience, de personnes très brillante, très compétente, avec qui c'est un plaisir de travailler. Hein, donc, vraiment, en termes de profil, on va dire que c'était plutôt des profils assez similaires. Et par contre, la façon d'interagir avec cette situation de crise a révélé, en fait, deux visions complètement différentes de gérer l'instant, le futur, de prendre des décisions, d'évaluer des risques. Tout ça, ce sont des processus en fait cognitifs. Hein, c'est pour ça que je parle de ça. Et donc, il y a une personne, l'une d'entre elles, qui s'est entièrement figée et qui est entrée uniquement dans la gestion de l'urgence, avec une vision des choses très, on va dire, oui, très, très, très figée, très sur la situation, et l'illusion, on va dire, ou presque l'illusion, que cette crise est une parenthèse et qu'à un moment, la parenthèse va se fermer et on va revenir sur la vie d'avant. Et donc, tout était pensé comme ça. Donc, un raisonnement très linéaire. Je gère l'urgence, je fais ce que l'on attend de moi pour vraiment gérer cette urgence et inutile de me parler de la suite. Je ne suis pas en capacité intellectuellement, quelque part, d'entendre parler de la suite. C'est trop, c'était une surcharge, comme on parle beaucoup de charge mentale aussi en ce moment, c'était comme une surcharge mentale de lui parler de la suite. À l'inverse, dans l'autre organisation, donc j'étais face à une directrice de département qui était pas du tout dans un raisonnement linéaire comme ça, qui s'est dit, bon, il y a une crise, on va tous ensemble gérer cette crise, les personnes qui sont à l'intérieur du département, mais aussi toutes les personnes externes comme moi, et on va entrer dans un mode de réflexion ensemble. Et donc, beaucoup de partage d'informations, beaucoup de consultations de ce que pensent les uns et les autres, accepter de dire, bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation et je ne peux pas me contenter de gérer le temps présent et l'urgence du présent. Il faut qu'à un moment, on rentre aussi dans une réflexion de l'après, même si on ne sait pas ce que cet après va être. Et donc là, vous avez vraiment deux façons complètement différentes d'appréhender une situation globale, de se voir dans cette situation, de s'appuyer sur les autres dans cette situation et de construire et co-construire et co-créer quelque chose de différent, même si c'est complètement inédit, même si c'est une situation que quelque part, je pense, on est un certain nombre, on n'a jamais fait face à une situation
similaires dans le passé. Et ça, en fait, ça dépend vraiment, et donc vous avez là la slide à l'écran, ça dépend vraiment du niveau de maturité de la conscience de chacun. Donc, d'un côté, sur le côté gauche de l'écran, vous avez vraiment une vision du monde conventionnelle où je vais vraiment m'accrocher à ce que je sais, à ce que j'ai fait auparavant, donc à des références et un cadre de référence qui sera plutôt vers le passé, ce qui a marché dans le passé, et je vais m'appuyer sur mes compétences actuelles. Et donc, on est vraiment sur le savoir-faire, et en termes d'agilité intellectuelle, en termes de mindset, on parle de dépendance. Donc, c'est dépendance à quelque chose qui est connu parce que c'est beaucoup plus rassurant, parce que c'est beaucoup plus facile, parce que c'est beaucoup plus confortable. Et là, je parle vraiment intellectuellement, hein, je suis pas du tout dans le domaine finalement de l'action, je suis vraiment dans le domaine de la réflexion. Donc, parce que je sais et parce que j'ai déjà fait, c'est beaucoup plus facile intellectuellement pour moi de gérer la situation par rapport à ce qui a déjà été fait. Et donc là, bon, je ne vais pas détailler le modèle stade par stade parce que ça prend quand même un certain nombre de temps que l'on n'a pas aujourd'hui. Et donc, on a d'un côté des gens avec une vision du monde beaucoup plus conventionnelle et sous raisonnement linéaire, et de l'autre, on a des niveaux de conscience où on fait appel à chez soi, à l'intérieur de sa tête, à une remise en question permanente. C'est-à-dire qu'on a des boucles de remise en question. On ne s'arrête pas sur juste ce que je connais, ce qui m'est familier, ce que j'ai l'habitude de faire, ma routine. J'accepte de me remettre en question. Et donc, c'est le premier stade d'ailleurs de cette vision du monde post-conventionnel où il y a une remise en question des schémas existants, une remise en question du coup, donc, de la façon de faire. Et là, donc, vous avez des niveaux de conscience avec une capacité justement à davantage gérer tout ce qui est situation de crise, mais pas seulement. Là, on est dans une situation de crise, mais qui est globale, qui est effectivement avec des enjeux économiques, des enjeux de santé énormes, mais des crises, pas de cette ampleur, mais d'autres ampleurs, on en vit à peu près tous les jours en entreprise et dans sa vie personnelle aussi. Et quand on est dans cette vision du monde post-conventionnel, on va avoir cette volonté, cette détermination à prendre du recul, à se mettre en position d'observateur et à s'interroger sur la façon dont on pense la situation, la lecture qu'on en fait et comment justement remettre tout ça en question, remettre ça dans un schéma plus large, remettre ça dans une perspective beaucoup plus large pour pas juste le moment présent, mais aussi le futur. Et donc, vous avez ces stades où on remet en question, on transforme. Donc, j'ai mis un tiret entre trans et forme parce que ce n'est pas juste une transformation incrémentale où je change un ou deux éléments, c'est je change la forme de quelque chose, je lui donne une autre forme, la capacité à intégrer, donc avoir vraiment cette capacité à voir l'interdépendance entre différents systèmes et entre différents éléments donc de nos environnements. Et puis bon, le dernier stade qui est un stade de conscience très 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 élevé, qui est je transcende tout ça. Voilà, donc est-ce que je veux bien prendre des questions à ce stade avant de passer aux comments, s'il y en a sur le modèle et qui me font que je n'aurai pas à prendre trop de temps pour répondre. Oui, absolument. En effet, j'ai des demandes. Comment peut-on évaluer en amont nos propres compétences et limites pour s'améliorer et ne pas être, comme dans ton exemple précédent, de la personne qui est dépassée en période de crise? Alors,
Là, je vous ai présenté le modèle en quelques minutes. Il fait l'objet d'une évaluation pour savoir exactement à quel niveau on fait une évaluation. Alors, il n'y a pas un niveau qui est bien, puis un niveau qui n'est pas bien. De toute façon, on est là où on est, et justement, de savoir d'où on part permet justement de pouvoir ensuite voir sur quels éléments particuliers ou quelles pistes d'amélioration vers quelle piste d'amélioration on peut s'orienter, parce que si on travaille avec quelqu'un qui a un niveau de maturité de la conscience au stade expert et quelqu'un qui est au stade transformation, évidemment, on ne travaillera pas du tout de la même façon. Donc, ça fait l'objet d'une évaluation et donc on sait exactement où on est. Ce qui est aussi très important, et ça revient à ce que je disais au début sur la diversité cognitive, c'est qu'aujourd'hui, une équipe doit être composée quelque part de gens avec différents stades de maturité aussi. Si on n'a que des gens au niveau transformation, donc dans une vision du monde post-conventionnel, dans une équipe, si on a des gens que à ce niveau-là, donc on va avoir un déficit de gens qui vont être très dans l'action, donc qui sont au niveau réalisation, et des gens qui vont s'appuyer, donc par exemple si on prend le stade expert, sur les données, les statistiques, les études, et qui vont aussi enrichir quelque part l'équipe et le fonctionnement de l'équipe avec justement ce fonctionnement-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas encourager les personnes à évoluer dans leur stade de maturité de conscience, mais il faut quand même savoir que c'est aussi bien d'avoir des gens à différents stades dans une équipe. N'avoir qu'un profil, c'est comme pour tout type de diversité, ça limite quelque part l'impact de l'équipe. Donc, encourager, bien sûr, l'évolution, mais en tous les cas, c'est aussi bien d'avoir une diversité aussi dans les équipes à ce niveau-là. Justement, j'ai une autre question qui fait écho à ce que tu dis. Est-ce que les talents post-conventionnels et les talents du monde conventionnel, de la vision du monde conventionnel, sont les mêmes? Et quel management privilégier? Alors, non, quelque part, les talents ne sont pas, ne sont pas les mêmes. Parce que justement, la vision du monde n'est pas la même. Donc, quelqu'un qui est au niveau remise en question ou redéfinition ou transformation aura la capacité à être beaucoup plus à l'aise à gérer un environnement assez chaotique, assez, désorganisé, va en tous les cas ambigu, aura beaucoup plus d'autonomie. Donc, ce que l'on met en œuvre quand on est à ces niveaux de maturité n'est pas la même chose que quand vous êtes, par exemple, au stade diplomate. Donc, diplomate, c'est vraiment quelqu'un qui s'identifie complètement à son groupe et va suivre les règles, les normes, les codes qui vont lui être donnés ou imposés. Et donc, l'autonomisation, enfin la capacité à être autonome, la prise d'initiative, l'esprit critique, tout ça seront des talents moins développés. Sur cette slide, et encore une fois, ça rebondit sur ce que tu viens de répondre, il y a 2 questions intéressantes encore en 1 minute, si tu veux bien. Oui, je veux bien. La première qui répondit d'ailleurs sur le sondage qu'on a mis en place au début du webinaire, c'est Christophe Rezeau qui demande: n'y a-t-il pas un effet culture, les latins, les anglo-saxons, les asiatiques? Et il parle en particulier de cette slide. Alors, si j'ai bien compris la question, est-ce que différentes cultures seraient positionnées sur un certain niveau de conscience plus qu'un autre? Exactement. Est-ce que certaines cultures poussent, j'imagine, par le contexte et par la vision des choses, à se positionner plutôt d'un côté ou de l'autre?
Alors, a priori, non. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que certaines cultures sont beaucoup plus dans la soumission. Alors, c'est vrai que quand on regarde les descriptions, par exemple, donc je pense là aux travaux de Hofstede sur les dimensions culturelles. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les travaux de Hofstede, mais c'est quelqu'un qui a effectivement fait des études sur les comportements dans différentes cultures et a identifié plusieurs dimensions. Donc, une dimension, par exemple, c'est soumission et initiative. Donc, des cultures où on va encourager beaucoup plus l'initiative et d'autres où on va quand même s'attendre à ce que les gens suivent de façon très stricte la règle et la collectivité va primer sur l'individualité. Là, on est effectivement dans un aspect comportemental. Les niveaux de maturité de conscience sont vraiment au niveau donc de tout ce qui est cognition et donc tout ce qui est schéma mental, processus mental. Et en travaillant dessus, quelqu'un qui est dans on va dire dans une culture qui favorise l'un ou l'autre, par exemple la soumission, peut en tous les cas travailler sur son schéma mental, sur sa vision du monde, sur sa vision de sa propre personne en interaction avec les autres et en interaction avec le reste du monde et faire évoluer ce schéma mental-là. Et donc, par exemple, le comportement va changer. Et donc, par exemple, l'éducation et le milieu social, est-ce qu'ils ont aussi un impact sur la vision du monde? Peut-être pas seulement comme bagage reçu et hérité, mais comme ce qu'on met en place dans nos vies, c'est-à-dire le changement de milieu social, la recherche d'une éducation complémentaire, etc. Est-ce que ça permet d'ouvrir cognitivement nos compétences? Alors, l'environnement familial, l'environnement social auquel vous appartenez, donc c'est certain que ça va avoir une certaine influence, mais une fois encore, si à un moment vous entrez dans cette réflexion sur vous-même. Alors là, ce que je suis en train de présenter là, c'est quelque chose que l'on fait bien sûr à l'âge adulte. Ce modèle-là n'est pas du tout pour le stade enfant et adolescent. Ça, c'est vraiment quand arrivé à l'âge adulte, on entre dans cette volonté ou dans cette envie de réfléchir à la façon dont on pense, à la façon dont on agit, à l'impact que ça a sur le monde. Et là où je pense que c'est d'autant plus pertinent dans l'époque à laquelle on vit, où on est face à cette crise qui est certes une crise sanitaire, mais qui va bien au-delà d'une crise sanitaire. Le message là, c'est il est temps de revoir nos modèles de pensée, il est temps de revoir nos modèles de fonctionnement, parce qu'on est vraiment face à une situation où la planète est en train vraiment de nous montrer qu'elle n'a pas vraiment besoin de nous humains, mais nous, si on veut sauver l'humanité, il faut qu'on sauve la planète. Et donc, on a cette responsabilité là, quelque part vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du reste de l'humanité et dans nos fonctions, que ce soit d'entrepreneurs, de dirigeants, de managers ou même dans notre rôle de citoyen au quotidien, il y a un moment, il va falloir quelque part se poser la question de quel est mon rôle, quel impact que j'ai, et ça nous oblige à avoir cette réflexion mentale-là. Et d'ailleurs, je pense que ça fait une transition sur le comment. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, tout à fait. Je reprends juste les éléments pour les personnes qui ont posé la question. Donc, en gros, effectivement, on ne naît pas dans une case, on n'est pas influé, on n'hérite pas cette situation ni de notre culture, ni de notre éducation, ni de l'environnement social, bien que tout ceci ait bien sûr un impact. C'est notre façon de réagir qui fait la différence. D'ailleurs, on fait tous des choses différentes, des choses qu'on hérite. Aujourd'hui, l'important, c'est de savoir se remettre en question, se positionner et comprendre là où on veut se positionner soi-même sur cette slide et sur notre niveau de conscience,
pour prendre notre place au sein des sociétés et au sein des entreprises. Je crois que c'est ce que tu disais, Sandy. Je te C'est très laisse. bien, c'est très bien résumé, Edwige. Tu vas m'écrire mes pitchs. C'est très bien, oui, c'est bien résumé. Je pense que l'idée fondamentale là, c'est de comprendre que on n'est pas sur on n'est pas sur le volet comportemental. Là, on est sur vraiment ce qui arrive avant l'action. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'actions et je vais remonter le fil de ces actions et me dire de quelles pensées elles sont parties, dans quel cadre mental s'est inscrit la pensée qui a fait que j'ai fait cette action, qu'est-ce que j'ai pensé sur moi, sur les autres, sur le monde, et qu'est-ce qui m'a amené à avoir cette action, et est-ce que j'ai pensé à l'impact, comment j'ai pris la décision, comment j'ai évalué l'impact. C'est vraiment tout ce qui est activité, on va dire, mentale. Et plus vous allez avoir cette gymnastique mentale, que moi j'appelle un peu le yoga mental, hein, pour reprendre l'expression d'un philosophe indien qui s'appelle Sri Aurobindo, plus je vais m'exercer à ce yoga mental, plus je vais élargir mon champ de conscience. Donc, on va avoir une sorte d'expansion de ma conscience. Je vais passer à la slide d'après parce qu'en fait, là, je suis déjà sur le comment. Hein. Donc, plus je vais me mettre en situation d'observateur, prendre de la hauteur et de la distance par rapport à mes actions et analyser dans quel cadre mental ou de quel cadre mental elles sont issues. Et plus je vais entrer dans un élargissement de mon niveau de conscience, une expansion de ma conscience, et je vais développer justement cette capacité à gérer de plus en plus de situations compliquées, complexes, ambiguës, changeantes, fluctuantes, et je ne vais pas me figer, m'immobiliser ou être dans une sorte de paralysie et de la décision et de l'action en attendant que vienne une instruction de l'extérieur, d'en haut. Et donc, je pense qu'en tant que, je sais que aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs dans l'audience. Je pense que pouvoir justement dans son projet entrepreneurial, dans sa mission d'entrepreneur, d'être un ambassadeur de cette vision du monde élargie à travers les produits, les services, la façon de travailler, la façon de recruter, la façon dont on organise, dont on structure son organisation, c'est important. C'est tout aussi important que pour un grand groupe quelque part. Et donc, je veux bien prendre d'autres questions sur le comment, s'il y en a d'autres. Oui, alors en effet, il y a deux questions qui se relaient un peu. Comment revoir nos modèles de pensée? Et quelqu'un qui demande si tu peux reprendre le protocole de yoga mental, par exemple, avec 3 questions qu'on peut se poser à chaque fois pour être sûr de le pratiquer et élargir notre conscience. Alors, là j'ai bien retenu la deuxième question, et la première, c'était… C'était un petit peu plus global, comment revoir nos modèles de pensée? Oui, alors, comment revoir nos modèles de pensée? Alors, c'est vrai que la réponse, elle va être, je préviens, la réponse, elle va être assez simple, mais la pratique n'est pas si simple que ça. Donc, oui, je vais avoir l'impression de dire quelque chose que tout le monde sait déjà, mais en fait, je ne vois pas tant de gens le faire que ça. En fait, pour revoir nos modèles de pensée, il faut constamment interroger et réinterroger ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on a fait une action, vraiment, quand on a eu un comportement, quand on a pris une décision et que ça aboutit à un certain nombre d'actions et de comportements, voir vraiment, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est voir quel a été tout le processus de pensée qui a amené cette décision. Et sur quoi
ce processus de pensée se base en termes de croyances. Qu'est-ce que je crois sur moi et qu'est-ce que je crois sur les autres et qu'est-ce que je crois sur le monde qui a fait que j'ai mis en place cette action, que j'ai adopté ce comportement. Est-ce que ce système de croyance est utile ou pas utile? Est-ce qu'il est inclusif, pas inclusif? Est-ce qu'il sert mon intérêt ou l'intérêt de la collectivité? C'est vraiment entrer dans ce questionnement. En anglais, ça s'appelle Action Inquiry. Donc, interroger l'action. On a quotidiennement des centaines, des milliers d'actions. Vous pourriez, pour travailler sur votre modèle de pensée, vous pourriez faire l'expérience de prendre une de vos journées et d'interroger toutes vos actions. Et ce qui est très utile aussi, bon, qui n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup dans la culture française, mais qui se fait quand même de façon plus commune dans la culture anglo-saxonne, c'est de noter, c'est de faire du journaling. Donc, de tenir un journal et de dire, ah ben oui, tiens, j'ai fait telle action et voilà tout le processus de pensée qu'il y a derrière. Quand je travaille avec des équipes en entreprise ou que je travaille avec des individus qui veulent faire cette démarche pour eux-mêmes, pour leur propre développement personnel, en fait, on prend des situations très concrètes. Un projet, une décision qui a été prise concernant une équipe, une personne qui reporte à cette personne-là. On prend vraiment des situations très concrètes et on les décortique et on regarde tout l'enchaînement de pensée qui a amené à cette action. Et c'est ensuite là-dessus que l'on travaille pour justement ouvrir les champs de conscience. Est-ce que j'ai pensé à telle chose en faisant telle ou telle action? Est-ce que j'ai pris en considération telle ou telle chose en adoptant tel comportement? Est-ce que dans ma décision, j'ai évalué l'impact de telle conséquence? Donc, c'est en ça que c'est un peu un yoga mental et donc là, je viens de donner des exemples de questions que l'on peut se poser. Il y a une réaction intéressante de la part de Christophe qui demande est-ce que ce questionnement permanent ne remet pas en cause la confiance en soi, la confiance des autres? Alors, alors merci Christophe pour cette question. Je la trouve très, très intéressante sur justement la confiance, le fait de ramener ça à la confiance. En fait, au début, ça peut un peu déstabiliser parce que vous pourrez même vous dire c'est pas possible, c'est schizophrène. Et en fait, ça devient quelque chose quand on le pratique, ça devient automatique et en fait, ça renforce la confiance en soi parce que ça va renforcer l'adéquation entre ce que votre système de valeurs et en fait ce que vous pensez et ce que vous faites. Parce que on est quand même très souvent dans des situations, enfin moi je le vois en entreprise, où il y a un tiraillement entre nos convictions personnelles, nos valeurs, les décisions qu'on prend, les actions qui en découlent, les conséquences que l'on voit. Et en fait, c'est aussi ça le rôle d'un leader et c'est aussi ça la responsabilité d'une dirigeante, d'un dirigeant, c'est d'arriver à trouver l'adéquation entre tout ça et d'arriver à mettre tout ça en mouvement en gérant effectivement la complexité, la contradiction, la confrontation, parce que c'est aussi dans ce monde-là que l'on est, c'est-à-dire qu'on a énormément de facteurs à faire dialoguer ensemble, énormément de paramètres à combiner, mais néanmoins, à la fin du compte, il faut
l'idée, c'est quand même d'avoir une action qui a un impact positif et qui ne va pas plaire à tout le monde, qui ne va pas convenir à un certain groupe, mais je pense que là, encore une fois, la situation nous montre que si on veut vraiment sauver l'humanité, il va falloir entrer dans un mode de pensée, de fonctionnement peut-être très très différent de celui qui a été, on va dire, ce qui a été la logique dominante jusqu'à maintenant. Et donc, moi, je pense que ça renforce la confiance en soi, l'assertivité et l'alignement entre nos valeurs, nos pensées et nos actions. Et je parle d'alignement parce que on parle aussi, en parlant de ce modèle de leadership vertical, et non pas vertical dans le sens en haut, en bas, mais vraiment vertical dans le sens alignement. Très clair, oui, en effet. Merci beaucoup. Si je reprends en quelques mots, donc effectivement, Christophe, ça peut déstabiliser, mais comme toute nouvelle routine, ça se met en place avec le temps et en fait, ça permet de se réancrer dans notre système de valeurs et de convictions pour vivre, travailler et diriger ou manager en cohérence avec ses valeurs et ses convictions. Et finalement, ça renforce, tu le sais d'expérience, Sandy, la confiance en soi et l'assertivité, en plus de cet alignement qui est clé pour un leadership positif. Très clair. Il y a d'autres... Non, c'est toutes les questions qu'on a là-dessus. On avait la question, tu sais, de tout à l'heure, comment peut-on avoir un contenant plus important, mais c'est ce que tu viens d'aborder. Oui, donc vraiment prendre ce temps, vraiment prendre le temps de faire ce questionnement, d'interroger sa propre réalité et aussi quand on est en position de leadership, donc de dirigeant, de manager, de leader de toute une organisation, je pense que c'est aussi important d'insuffler ça aux autres personnes avec lesquelles on travaille et une des façons aussi de porter une attention là-dessus, c'est aussi dans le recrutement, avec qui on veut travailler, avec quel type de profil on veut travailler. Alors, sans dire, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases, puisque effectivement, c'est un modèle d'évolution de la conscience. Alors, effectivement, il y a des gens qui vont rester beaucoup plus longtemps à un stade, il y en a qui vont évoluer un peu plus vite, ça dépend, comme je le disais, hein, de là aussi la volonté à réinterroger sa propre expérience. Mais je pense qu'en position de leadership, porter une attention et porter une certaine conscience avec qui je veux construire cette équipe, avec qui je veux bâtir cette organisation, avec qui je veux mener ce projet, c'est aussi des considérations à prendre en compte. Je voudrais, je ne sais pas quelle heure il est là, Edwige. Oui, il nous reste 10 minutes. Et donc, je voudrais passer à la slide suivante parce que, alors, c'est une façon métaphorique peut-être de parler de ce sujet, mais en 1962, vous avez Rachel Carson. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Rachel Carson, elle était, puisque bon, elle est décédée, c'était une biologiste marine et une environnementaliste américaine. C'est la première personne sur cette planète à avoir écrit sur le danger de l'utilisation intensive des pesticides sur la nature. Et donc, vous voyez, on était en 1962. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Et donc, elle alertait le monde sur l'utilisation de ces pesticides qui
qui détruisait la nature. Et parce que détruite, donc la nature était silencieuse, donc les oiseaux ne chantaient plus. Et 58 ans plus tard, donc 58 printemps plus tard, quelque part, en 2020, on est donc dans cette crise sanitaire globale. Et donc là, on a ces deux couvertures de The Economist que j'ai trouvées intéressantes à mettre à côté de la couverture du livre de Rachel Carson, où quelque part, c'est l'humanité qui a été réduite au silence, en tout cas qui a mis sous silence toutes ses activités. Et donc la nature reprend ses droits. Et la réconciliation, on va dire, entre nature et humanité, parce qu'il ne devrait pas y avoir ça, pardon, il ne devrait pas avoir d'opposition. C'est pas ou la nature ou l'humanité, c'est la nature et l'humanité. C'est pas l'écologie ou la croissance. Ça devrait être l'écologie, la croissance, tout en respectant l'écologie. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment cette histoire de mindset. C'est la conscience que l'on va porter à ça. C'est quelle conscience on va mettre dans nos choix, dans nos décisions, dans l'évaluation des conséquences de ces choix et de ces décisions. Et tout ça va se manifester et se refléter à travers nos entreprises, nos comportements de consommation. Et donc, ce mindset, c'est une clé du succès. Donc, c'est une clé de succès individuel, mais c'est aussi une clé de succès collectif. Très clair, merci beaucoup Sandy, et puis surtout merci de finir sur cette vision positive des choses, qu'on peut prendre notre destin en main et que la Terre ne nous attend pas pour aller mieux, mais que nous, on peut s'entraider, en tout cas ensemble. On a encore pas mal de questions, il reste peu de temps. Je voulais te proposer quelque chose, Sandy, si tu es d'accord. On fait généralement une communication suite au webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui demandent quelles sont les 3 questions qu'on peut se poser, quelle est la boîte à outils, etc. Est-ce qu'on pourrait leur envoyer par mail ces fameuses 3 questions pour qu'ils les aient gravées dans le marbre quelque part et qu'ils puissent tester chacun leur gymnastique chez eux? Est-ce que ça tirait qu'on Oui, leur envoie? on peut envoyer les 3 questions. Alors, je vais revenir sur boîte à outils. Alors, c'est vrai que c'est difficile de dire, bon, ben là, les outils, c'est ça, 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 parce que c'est vrai que c'est un chemin de transformation individuel. Hein. C'est chacun à partir de son expérience, de son vécu, de sa façon d'interagir avec les autres, et puis quelque part tout son environnement et le monde. C'est à partir de votre expérience de vie et quelque part le terrain de jeu. Et c'est en fonction de ça et en fonction du niveau de conscience où chacun se trouve, parce qu'encore une fois, on ne travaillera pas de la même façon avec quelqu'un qui a plutôt une vision du monde conventionnelle que quelqu'un qui a une vision du monde post-conventionnel. Et même en étant dans chaque vision du monde, on ne travaillera pas de la même façon avec quelqu'un qui est au stade réalisation et quelqu'un qui est au stade expert ou quelqu'un qui est au stade transformation. Chaque niveau ayant évidemment on va dire, ses atouts et ses faiblesses et ses limites. Il y a, à part quand vous êtes peut-être même au dernier niveau, le niveau de l'union où vous transcendez tout ça et bon, c'est un niveau de conscience très très élevé. Ça ne veut pas dire que vous êtes un être parfait. Mais, donc c'est la boîte à outils, c'est quelque chose qui marche. Enfin, boîte à outils, c'est beaucoup plus sur le comportemental. Donc, j'ai tel comportement et je vais avoir un autre comportement. Et là, je vais utiliser des techniques. Là, c'est quand même un travail de réflexion mentale assez approfondi sur toute la façon dont vous pensez les choses avant de passer à l'action. Mais je vais envoyer les 3 Génial. questions déjà qu'on peut se poser. Pas de souci. Et si les personnes qui sont intéressées à
à faire cette évaluation, qui est, on va dire, une première étape d'un chemin de transformation individuelle, peuvent tout à fait me contacter. Alors oui, je rappelle d'ailleurs que suite au webinaire, on vous enverra un lien pour vous mettre en relation avec Sandy Becky et potentiellement commencer ce travail. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées suite à ce mail. Juste comme Faire individuellement ou par équipe. Hein. C'est toujours très, très intéressant de voir justement le niveau de diversité cognitive qu'il y a dans une équipe. Et parfois, donc, ça amène à répartir l'équipe différemment et reventiler les personnes sur différents projets. Alors, tu fais bien d'ajouter ça. Transition parfaite vers un thème de question qui revient pas mal. On peut travailler sur soi et d'ailleurs, il faut commencer par travailler sur soi parce qu'on ne pourra pas changer les autres. Mais en tant que leader, en tant que manager et même en tant qu'employé, on a plusieurs questions qui reviennent, notamment celle d'Antoine. Comment trouver la légitimité pour convaincre ses proches, mais aussi ses collaborateurs, à adopter cette démarche de remise en question sur leurs propres actions? Alors, je pense qu'il faut le présenter vraiment comme une opportunité. Hein. C'est l'opportunité de prendre du temps pour mieux se connaître, pour donc avoir la chance, on peut utiliser vraiment ce mot, la chance de porter un autre regard sur la façon dont on pense, la façon dont on agit et pouvoir justement se donner une plus grande latitude. De toute façon, c'est une démarche qui ne peut être que positive. Et si elle n'a aucun impact, ce qui n'est encore pas arrivé, mais même si elle n'avait aucun impact, de toute façon, la personne, elle restera avec, elle peut rester avec ses convictions, ses certitudes, ses schémas de pensée et ses schémas de comportement. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir le faire, c'est une opportunité. Et là, bon, en temps de crise, rappelons-nous que l'idéogramme chinois de crise et opportunité, c'est le même. Hein. Donc, c'est aussi l'opportunité de s'inscrire dans ce genre de démarche, de meilleure connaissance de soi et justement de son rapport à l'autre et au monde. Et est-ce qu'on peut mettre, justement, pour profiter de cette opportunité, est-ce qu'on peut mettre en place des rituels avec les équipes, justement, de se reposer ensemble les questions ou en tant que manager, montrer le bon exemple à ses équipes en les faisant profiter à voix haute de son raisonnement, par exemple? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on travaille avec ce modèle en équipe, on, on prend quelque part, on se met d'accord qu'on va quand même quelque part s'exposer. Parce qu'il y a la base de cette, on va dire, de cette prise de conscience, du niveau de conscience que l'on porte à ce que l'on fait, et le questionnement. C'est parce qu'on questionne et on re-questionne et qu'on va dans toute cette série de questionnements pour justement trouver d'autres façons de penser et pouvoir élargir le spectre de son schéma mental. Ça, à un moment, évidemment, ça nécessite de se mettre dans une position où on va dire, penser à découvert. Et donc, en équipe, sur des situations on va dire problématiques ou sur des réflexions à avoir sur la stratégie. Et quand on utilise ce type de dynamique et ce type de démarche, on amène donc les gens à poser le plus de questions, à mettre le doigt sur le plus de choses possibles. Bon, ça demande un certain niveau aussi d'honnêteté avec soi, de transparence. D'accord. Mais écoute, merci énormément pour ce webinaire. On a beaucoup de merci par mail sur WhatsApp et dans le chat. Donc, merci beaucoup, Sandy. Beaucoup nous demandent aussi les liens vers les études. Comment? Je disais merci pour la participation, pour les questions.
Beaucoup nous demandent aussi les liens vers les études dont tu as parlé. Sachez que Oui, je vais mettre dans l'email que je vais t'envoyer, je vais mettre le lien vers l'article de Alison Reynolds et David Lewis qui va mener vers l'étude. Et puis, si les personnes sont intéressées, j'ai aussi mentionné les dimensions culturelles et si les personnes le veulent aussi. génial. Et on vous transmettra tout ça. Merci infiniment. Comme on le disait juste avant que le webinaire commence, dans les Métamorphoses de Kafka, c'est le protagoniste qui change complètement de corps et d'intérieur avant de pouvoir voir son monde évoluer et de se recentrer, de se réancrer avec ses valeurs et ses convictions. Aujourd'hui, ce que vous a proposé Sandy, c'est de vous réaligner vous-même pour que le monde qui a changé et qui est en profonde mutation suite à la crise du Covid-19 puisse être un monde d'opportunité, de réussite et de leadership vertueux, où on s'aligne aussi avec les valeurs de notre planète qui nous soutient et avec laquelle on vit tous les jours. Merci beaucoup, Sandy. Je rappelle que cette vidéo sera rediffusée sur la chaîne YouTube et que dans tous les cas, je vous l'envoie par mail avec le lien, les liens vers, donc, comme on le disait, les études qu'a cité Sandy et ces fameuses 3 questions qui peuvent être un bon premier exercice de yoga mental, comme tu le disais, Sandy, Oui. pour apprendre à élargir son niveau de conscience et avoir le bon mindset pour le leadership de demain. Merci beaucoup, Sandy. On se retrouve tous demain. Non, pardon, on se retrouve tous lundi parce qu'on espère que vous passez un très bon week-end pour un nouveau webinaire à 14 h. Merci beaucoup, Sandy. Passe un excellent week-end et passez tous un excellent Merci à week-end. toutes et tous. Au revoir. Au revoir.